Ok, donc je vais vous parler de cette étude aujourd'hui, qui est une étude qui a été publiée dans le Journal of Vascular Surgery au mois de décembre et qui parle en fait de la mortalité à court terme et de la nécessité de devoir faire des chirurgies de révision des fistules pour les aider à la maturation dans les 2 années qui ont suivi. En fait, qui est surtout une étude qui va étudier l'impact de la fragilité sur ces fameux risques. Ok, ça m'est pas sourire. Je vais juste faire une brève intro pour remettre un peu de contexte et pour apporter au débat, parce que sur un sujet de savoir finalement, est-ce que ça vaut la peine de faire des fistules chez les patients très fragiles? C'est toujours un débat qui n'est pas tout à fait retenu, donc je vais juste faire une courte intro, je vais essayer d'aller vite. Donc on sait, vous le savez, je ne fais pas la fond, il y a 3 types d'accès vasculaires, les fistules, les prothèses, les cathéters, avec les fistules qui ont un risque infectieux qui est plus faible, probablement une mortalité plus faible, encore que ça peut être discuté. Il y a moins de complications, elles ont une longue durée de vie. Par contre, les problèmes, on sait qu'il y a un taux d'échec primaire qui est élevé, il y a un temps de maturation qui est nécessaire, donc c'est toujours dur pour le néphrologue de savoir quand est-ce qu'il doit créer sa fistule, va demander au chirurgien de la faire. Il y a le risque hémorragique, le risque de complications type vol, etc. Et pour les patients, ils s'en plaignent souvent en dialyse, les ponctions sont fort douloureuses malgré les différents moyens qu'on met en place. Concernant les prothèses, c'est à peu près les mêmes avantages et inconvénients, si ce n'est que maintenant, avec les nouveaux PTFE, on peut fonctionner dans les 24 heures. Donc, quand on utilise dans certains centres, notamment à Maastricht, par exemple, ils mettent les prothèses chez les patients de plus de 85 ans, 24 heures avant de commencer la dialyse et ils attendent le dernier moment. Ça Donc, ça, reste toujours la principale moyen de dialyse aux États-Unis, la prothèse? non, non, maintenant c'est les fistules. C'est les Maintenant, c'est fistules et fichu. je vais d'ailleurs justement montrer pourquoi, parce que dans les années 2000, ils ont vraiment insisté sur le fait de mettre plus de fistules. Parce que les prothèses, il y a quand même le risque infectieux qui n'est pas négligeable, plus de sténose, plus de thrombose, etc. Et enfin, les cathéters, ils sont faciles à mettre, on peut les utiliser tout de suite, ça ne nécessite pas de ponction. Maintenant, c'est pas très confortable pour les patients qui ne peuvent pas se prendre de douche, etc. Et il y a le risque infectieux et la mortalité qui semble augmenter. On va un petit peu en parler maintenant. Et ce qui est finalement, je pense, à des très gros problèmes, notamment chez les jeunes, c'est les sténoses des veines centrales, surtout avec les cathéters sous clavier. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis que la mortalité, on pourrait en discuter? En fait, c'est parce que l'ensemble des études qui étudient, qui comparent les cathéters, les fistules et les prothèses, c'est que des études rétrospectives. Et donc, c'est des études de ce type-là où on voit une courbe de survie avec 11 000 patients, 3 groupes, fistules, prothèses et cathéters, et on voit que la survie des cathéters est moins bonne à 2 ans par rapport aux deux autres modalités. Quand on regarde les affections, on a à peu près le même genre de résultats, une étude avec plus de 500 000 patients, et on voit que le risque infectieux est toujours en faveur des fistules. Il y a moins d'infections avec les fistules par rapport aux prothèses, et encore euh, plus par rapport aux cathéters. Je vais un peu vite, mais parce que je pense que ce n'est pas le propos le plus important. Et en fait, c'est justement pour cette raison-là qu'aux États-Unis, ils ont moins de prothèses, parce que dans les années 2000, il y a eu la stratégie qu'ils ont appelée fistula first, cathéter last. Donc, le but, c'était de faire le plus de fistules possible. Et donc, en fait, ça s'est transformé ils ont fait quasi essentiellement des fistules au bras, ce qui est peut-être pas toujours la meilleure solution chez tous les patients. Donc, en termes d'épidémiologie, maintenant, où est-ce qu'on se retrouve? On voit que la prévalence en France, ici, des fistules, on voit qu'on est à 75% de fistules, 21% de cathéters, 2% de prothèses. Donc, c'est un truc qui est assez fréquent. C'est pareil en Belgique, on utilise très peu des prothèses par rapport à d'autres pays. Et on voit qu'il y a quand même une tendance débutante, ça via le registre 1, à avoir un peu moins de fistules et un peu plus de cathéters. Au niveau mondial, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, comme dans beaucoup de choses, la Belgique est un peu à la traîne avec 38% de cathéters et 60% de fistules chez les patients prévalents en dialyse et très peu de prothèses. On voit qu'aux États-Unis, effectivement, ils ont 18% de prothèses, un peu plus. Et alors, ceux qui font toujours mieux, c'est les Japonais, qui arrivent à faire 91% de fistules, 8% de prothèses et moins de 1% de cathéters en dialyse. On ne sait pas toujours comment ils font. Et l'incidence, alors là, c'est donc tous les patients qui commencent la dialyse. Encore à nouveau, nous en Belgique, 7 patients sur 10 commencent la dialyse sur un cathéter parce qu'ils n'ont pas de fistule utilisable, ce qui est un peu dommage. Et les Japonais arrivent, eux, par contre, à faire commencer 85% de leurs patients sur une fistule. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ce genre de chiffres parce que ça permet toujours de voir un peu comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et en fait, comment est-ce qu'ils font les Japonais? Et je montre encore des chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Quand on regarde le nombre de jours après la création d'une fistule et le pourcentage de patients qui utilisent leur fistule, on voit qu'à 15 jours, 80% des patients japonais utilisent leur fistule. Donc, ils arrivent 2 semaines après la création à ce que 80% l'utilisent. Et le temps moyen C'est le sushi. piqué, C'est le pardon, sushi, peut-être. ouais, Ça fait la ça maturation. aide à la maturation. Et il y a le temps moyen pour piquer dans une fistule chez eux, c'est 10 jours.
Ça vient de quoi? Comment on explique ça? On l'explique par ça. Donc, les débits qu'ils utilisent en dialyse sont plus faibles. Donc, 200 millilitres par minute, c'est dû à leur gabarit. Et donc, du coup, ils ont besoin de moins grosses doses de dialyse aussi. Et donc, ils peuvent se permettre de tourner à 200. Nous, on tourne à 400. Aux États-Unis, on tourne à 500. Donc, c'est sûr que nous, on a besoin de plus gros débits, donc de plus grosses fistules. Ils utilisent des petites aiguilles. Il y a probablement aussi une tradition, les infirmières qui sont habituées à piquer dans des fistules plus petites, etc. Et alors, ils font chez certains des dialyses plus longues, quoi. Ça dépend. Je pense que, alors, ce qu'ils font, en général, j'aimerais vraiment bien un jour aller voir comment ça se passe là-bas. Mais en gros, je pense que chez les patients avec un plus gros gabarit, ils restent à 200, mais ils tiennent plus longtemps pour ne pas abîmer, quoi. Euh, donc voilà. Donc en fait, mon propos, en fait, je vous demande pourquoi je commence par ça, mais est-ce que finalement les outcomes en termes de mortalité d'affection entre les cathéters et les fistules et les prothèses sont uniquement liés au type d'accès? Donc en gros, est-ce qu'avoir un cathéter tue plus qu'une fistule? Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de biais dans toutes ces études. Alors on pourrait élucubrer sur cet article qui explique très bien le nombre de biais qu'il y a dans ces études. Mais en gros, il y a beaucoup de biais de sélection. Pourquoi? Parce que dans toutes ces études-là, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'on compare des patients qui sont différents. Donc, c'est sûr que les patients qui ont des cathéters, en général, ils seront plus âgés que les patients qui ont des fistules. Donc on voit ici 22% de patients de plus de 80 ans, ils auront plus de diabète, ils auront plus d'hypertension. Alors, en gros, le message, c'est de dire que c'est sûr que dans ces études, c'est les patients en meilleure santé qui sont plus susceptibles d'avoir une fistule et une fistule qui marche en plus par rapport à un cathéter. Donc, c'est difficile de tirer des conclusions. Et je trouve que, par exemple, cette étude-là, elle est super bien faite et super intelligente parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé, donc c'est une très grosse étude, presque 100 000 patients. Ils ont comparé trois groupes, fistules, cathéter. Donc, on voit fistule ici, une courbe de survie qui est la meilleure, cathéter, la moins bonne. Et puis, en fait, ici, ils ont pris un groupe intermédiaire où, en fait, c'était des patients chez qui on a tenté de créer une fistule. Donc, on s'est dit qu'on était capable de faire une fistule, qu'ils étaient capables au niveau de leur comorbidité d'en avoir une. Malheureusement, ça a échoué. Donc, ils ont été dialysés sur un cathéter. Donc, en gros, ça, le groupe 2 et le groupe 3, c'est des patients qui sont tous les deux dialysés sur des cathéters. Et donc, en fait, on voit que, clairement, toute la mortalité des cathéters n'est pas juste due au cathéter et qu'il y a beaucoup de facteurs confondants. Donc, en gros, simplement, mon premier message pour la suite du débat, c'est juste de dire que la fistule, faire une fistule à tout le monde, c'est difficile de répondre finalement. Probablement que chez les jeunes, même pas probablement, ça reste le gold standard pour plein de raisons. Chez les patients âgés et fragiles, on n'en sait rien. Et donc, en fait, c'est pour ça que les guidelines Kadoki en 2019, qui sont celles qui font un peu foi, en tout cas pour les néphrologues sur les accès vasculaires, suggèrent de créer un accès artério-veineux en préférence par rapport à un cathéter, mais seulement pour le risque infectieux, pas pour la mortalité, et que c'est une recommandation conditionnelle avec dû au faible niveau de preuve. Et ensuite, ils considèrent, désolé pour le diapo, mais qu'en gros, il faut prendre en charge, en considération de façon très importante, les préférences du patient. En fait, maintenant, on est passé d'une stratégie fistule d'abord, cathéter après, à le bon accès pour le bon patient au bon moment, pour les bonnes raisons, en ayant une approche centrée sur le patient. Et donc, j'arrive enfin à l'étude, mais donc, en gros, l'idée, c'est d'un peu appliquer ce genre de graphique avec des facteurs liés au patient, l'expertise du centre et la politique du centre, avec différents facteurs à prendre en compte, l'âge, les comorbidités, l'espérance de vie, et aussi les habitudes chirurgicales du centre. Et donc, dedans, dans ces facteurs, il y a finalement la fragilité. En fait, il y a très peu d'études qui étudient cet impact. Donc, c'est dans ce contexte-là que cette étude s'inscrit. C'est une étude en fait qui va poser comme hypothèse que les patients fragiles ont un risque de mortalité plus important. C'est pas évident. Par contre, il n'est pas clair que la fragilité est associée à une augmentation du risque de passer par des procédures pour favoriser la maturation. Et donc, en fait, leur hypothèse, elle est très pragmatique finalement, c'est de se dire, patient, ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qui nous intéresse, c'est de savoir si les patients fragiles vont vraiment bénéficier de créer une fistule et avoir les bénéfices de la fistule, vu leur espérance de vie qui est plus faible et peut-être la nécessité de devoir faire des procédures pour les aider à maturer. Donc la méthode, c'est une étude qui est rétrospective de toutes les fistules qui ont été créées en mai 2017 et novembre 2020 dans un centre aux États-Unis à Los Angeles. Il y a 250 patients inclus. L'outcome primaire, il est composite, donc c'est nécessité d'au moins une procédure pour promouvoir la maturation de la fistule et ou mortalité en déant les 2 ans suivant la création de la femme. Ça, c'est le groupe qu'ils vont appeler le groupe RevDead, donc Revision Dead. Et puis ensuite, ils vont comparer le groupe RevDead au groupe no RevDead, qui n'ont pas nécessité de révision et qui ne sont pas décédés dans le suivi.
Donc, ils ont récupéré dans le dossier médical de manière rétrospective l'âge, le sexe, les comorbidités, le type de résidence, le niveau d'activité, les données PEROP avec la taille de l'artère et de la veine, la décision de créer la fistule et le choix du type, donc avant-bras ou bras, ils ne disent pas les différents types de fistules au bras et à l'avant-bras, est laissée à l'appréciation du chirurgien et basée sur l'anatomie, les caractéristiques du patient et ses choix. Et enfin, l'évaluation de la maturation. Donc, ils ont estimé que la fistule était mature, soit quand le chirurgien estimait qu'elle était mature, soit lorsqu'elle était utilisée une fois avec 2 aiguilles. On parlera un peu des limitations après de ce genre de définition. La fragilité, elle était évaluée sur base d'un score qui s'appelle le Risk Analysis Index, qui est un score en fait qui utilise différentes variables, donc le sexe masculin, 3 points, l'âge en fonction de la présence ou non d'un cancer, l'état nutritionnel, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, la dyspnée, et l'état cognitif et l'état où les gens vivaient. Alors là, pour moi, il y a un énorme biais, c'est qu'en gros, ils n'avaient pas les données sur les cancers ni sur l'état cognitif, et donc ils ont considéré que tous les patients n'avaient pas de cancer et que tous les patients avaient un bon état cognitif. Ça, je trouve que dans une étude qui parle de fragilité, utiliser un score dont on n'a pas tous les résultats, alors je comprends que c'est difficile avec une étude rétrospective, mais je pense que c'est quand même compliqué de du coup tirer des conclusions, d'autant plus que quand on est un homme, on a 70 ans et qu'on a une insuffisance rénale, donc tous les patients de cette étude, on a 31 points, donc on est fragile. Donc, je pense pas que tous mes patients dialysés de 70 ans, hommes, sont fragiles, donc c'est un peu difficile, je pense, de tirer des conclusions dès lors, vu le score utilisé. La population globale, donc sur les 250 patients inclus, 163 ont maturé leur fistule, 70 n'ont pas maturé et 17 ont été perdus. 132 patients ont pu maturer leur fistule sans nécessité de chirurgie et 31 ont bénéficié d'une chirurgie qui a été réussie et sur 54 tentés. Le délai moyen pour arriver pour définir que la fistule était mature était de 90 jours, donc quand même long, 1 mois et demi. Voilà. Donc, en termes de fragilité, mortalité, ça paraît évident. Les patients les plus fragiles ont une mortalité plus importante, mais ça, je pense qu'on le savait déjà. Quelque chose qui est quand même important, c'est de se rendre compte que dans une population générale, on a quand même 87 et 69% donc ça veut dire 13 et 31% des patients qui sont décédés à 2 ans après avoir créé une fistule. Donc, ça ramène sur le débat de l'espérance de vie des patients dialysés, qui est quand même bien plus faible que le reste de la population. Et donc, en gros, sur les 250 fistules, 45 patients étaient décédés dans les 2 ans. En termes de fragilité et nécessité de chirurgie, chirurgie c'est endovasculaire ou ouverte par ailleurs, je ne l'avais pas dit, n'était pas associée. Donc la fragilité n'était pas associée à la nécessité de devoir reprendre la fistule pour l'aider à la maturation, donc il n'y avait pas d'impact de la fragilité. Les fistules de l'avant-bras étaient associées à une probabilité plus élevée de nécessiter une chirurgie pour la maturation par rapport aux fistules du bras. Ça aussi, c'était déjà bien connu dans la littérature et probablement, je pense que c'était en général dû aux tailles des vaisseaux. Par contre, du coup, un peu en contradiction, le diamètre de la veine chez eux n'a pas été associé à la nécessité d'une révision. Mais bon, le diamètre médian était quand même un bon diamètre, 3,1 mm, c'est quand même déjà des bonnes veines. Parmi les fistules qui sont arrivées à maturation, le délai moyen, c'était 89 ou 90 jours. Je pense que c'est pas le plus important, donc je passe. Et quand ils ont comparé finalement le groupe REVDED, donc les patients qui ont nécessité une révision ou qui sont décédés dans les 2 ans, contre le groupe qui n'a pas eu aucun de ces deux outcomes, il n'y a rien qui sort en significatif, à part la fragilité. Alors, oui, ça sort, mais vous l'avez vu pourquoi, la mortalité était plus importante dans le groupe fragile et pas le taux de révision. Donc, en fait, cette significativité est uniquement tirée par la mortalité, puisqu'on a finalement 60% des patients qui étaient fragiles dans le groupe REVDED contre 47 de l'autre côté. Donc, oui, leur outcome composite est positif, mais uniquement tiré par la mortalité. Les données qu'ils ont eues, c'est à partir de bases de données qu'ils ont récupérées. Ils disent ils sont retournés dans les dossiers médicaux des patients, donc je pense même pas que ce soit dans des bases de données, quoi. C'est pas des données qui ont été dans une base de données qui a été complétée de manière prospective avec beaucoup de. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'état cognitif, qu'ils n'ont pas. Alors, ils le discutent peut-être après, mais selon toi, il y a peut-être un critère qui leur échappe, qu'ils n'ont pas un critère anatomique ou un critère technique qui apparaît pas là et qui pourrait expliquer la différence en fait entre les groupes, notamment en termes de reprise, etc. Oui.
Il l'explique pas après. J'en parle plus loin, mais ce qui est probablement un biais aussi pour. Je pense que l'étude est peut-être pas assez puissante pour démontrer la différence, mais aussi c'est le fait que il y a un biais de sélection dès le début, à partir du moment où c'est pas prospectif, dans le sens où si le chirurgien décide de faire une fistule, c'est qu'il estime que le patient en est capable. Donc c'est sûr que les plus fragiles n'en ont pas bénéficié, donc on a exclu tous ces patients-là C'est un biais de aussi. sélection. Et donc ça ne doit pas aider non plus à prouver l'impact de la fragilité sur cet outcome composite. Et alors, je pense qu'aussi, le problème aussi de cette étude, bah, c'est très bien de savoir si les gens sont décédés dans les 2 ans ou s'ils ont nécessité une chirurgie, parce que c'est important pour les patients. Mais ce qui est aussi important, c'est de savoir si on utilise la fistule, et ça, on n'en sait rien. Donc, on ne sait pas à 2 ans si la fistule est utilisée ou si les gens sont décédés sur un cathéter. Et d'ailleurs, on voit que quand ils gardent les deux groupes, bah, dans le groupe RevDead, 60% à peu près ont une fistule qui est mature, et dans le groupe no-RevDead, donc ils ne sont pas décédés, ils n'ont pas fait de chirurgie, mais il n'y a que 70% qui ont une fistule mature, quoi. Donc là aussi, c'est un peu une définition qui peut qui peut prêter à la discussion. Et en analyse multivariée, où ils ont corrigé pour le diamètre et le type de fistule, bah, la fragilité, on a un odds ratio de 1,9 dans qui augmente le risque de RevDead. Donc, l'outcome primaire, en gros, RevDead, donc le risque de décéder ou d'avoir une révision est plus à risque de survenir en cas de fragilité, voilà. Mais c'est uniquement drivé par la mortalité, puisque le risque de révision n'était pas majoré par la fragilité, comme je vous l'ai dit. Ils expliquent aussi que le risque de révision est moins important avec les fistules au bras. Du coup, est-ce que ça plaiderait plutôt pour l'utilisation plus facile de ce type de fistule chez les patients fragiles et âgés avec une faible espérance de vie? Et du coup, je fais un petit bypass vers l'espérance de vie en dialyse. Je vous en avais brièvement parlé parce que moi, je trouve que c'est toujours des chiffres qui sont importants et je ne m'en rendais pas compte avant de le savoir. Mais ça, c'est les données du registre RA en 2019, donc c'est des patients français. Et donc, on voit que à 65 ans, l'espérance de vie d'un patient, c'est 3,4 ans. Et donc, en gros, l'espérance de vie chez dialysé, elle est très faible. Et je pense que c'est vraiment un critère à avoir à l'esprit. Et donc, c'est pour ça que je dis depuis le début, est-ce qu'on sait vraiment si le fait de créer une fistule chez les patients âgés, est-ce que c'est réellement bénéfique ou pas? En fait, on n'en sait rien. Les limitations, voilà, je vous l'ai dit, c'est le caractère rétrospectif et monocentrique de l'étude, la définition de la fragilité qui est un peu particulière avec le fait qu'ils n'ont pas de données sur les cancers ni l'état cognitif et le bénéfice du doute donné aux patients, et le fait que est-ce que c'est relevant chez une population d'insuffisance rénale chronique terminaux. La définition de la maturation qui est laissée à l'appréciation du praticien, oui, maintenant, qu'est-ce qui se passe si le médecin, si on dit qu'elle est mature et puis derrière on n'arrive pas à l'appliquer? En pratique, souvent dans les études sur les maturations de fistules, ils recommandent des définitions du type 75% des dialyses pendant 4 semaines, fonctionner avec 2 aiguilles ou des choses comme ça, qui sont peut-être. Mais bon, c'est difficile aussi à rétro de faire ce genre de définition. J'ai parlé du biais de sélection probable, vu qu'on n'avait pas, que c'était pas prospectif et qu'on n'a probablement pas sélectionné les patients les plus fragiles. Et l'outcome primaire pragmatique est bien, mais qu'on n'a pas de données finalement sur la perméabilité de l'accès et son utilisation ou non pour la dialyse. Donc en gros, cette étude, elle apporte des données sur le risque augmenté de mortalité chez les patients fragiles dans les 2 ans de création de leur FAV, certes. Et je pense que le take-home message de ma présentation, c'est en gros de dire que la décision du type d'accès à créer, elle est à individualiser à chaque patient. C'est une discussion à avoir avec votre expérience et aussi les préférences du patient. La fistule, je pense que ça reste le gold standard chez le patient jeune, ça ne fait pas débat. Chez le patient âgé et fragile, je ne dis pas du tout qu'il faut mettre des cathéters à tout le monde, pas du tout, mais je dis juste que c'est difficile finalement de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et en fait, finalement, il y a des essais randomisés qui sont en cours, qui vont répondre à ces questions, et notamment Oasis, qui est le plus prometteur, où ils ont randomisé 3 groupes de patients âgés, soit on crée une fistule, soit on met une prothèse, soit on met un cathéter, et de voir en termes d'outcome ce que ça va donner. Voilà, donc à ce stade, je ne sais pas si en fait Benoît m'avait demandé de parler un peu de l'utilisation de l'accès de la en dialyse des fistules, etc. Ouais, Mais on peut juste s'arrêter là. non, mais juste une question. Dans justement le début de la présentation, tu as comparé, au début, tu as comparé fistule, cathéter, prothèse. Ouais. Mais il y a un critère qui apparaît pas, qui me surprend. On va revenir dessus. C'est la perméabilité. Je le mets, je pense, longue durée de vie, j'ai mis qu'en mature. J'ai mis plus de sténose et de thrombose et perméabilité cumulée qui est inférieure par rapport aux fistules au-delà de 2 ans. Ça, Ok. je peux montrer la slide aussi. Donc, il y a Dû au gros taux d'échec primaire des fistules,
Dans les 2 premières années, il y a une étude qui démontre que les prothèses feraient peut-être un peu mieux. C'est une étude rétrospective à nouveau. Oui, donc c'est pas si clair que ça. En fait, je suis Mais assez par contre, le surpris. taux de thrombose et de sténose avec les prothèses est beaucoup plus important que les fistules, hein. Et, Ça, oui. et par rapport au cathéter, Et par rapport au cathéter, ça par contre, je ne sais pas, je n'ai pas de données, mais je pense que c'est bien moins, la durée de vie est bien moins longue que les fistules. d'accord. Donc il y a quand même, d'un point de vue purement technique, la fistule apporte une Oui, oui, meilleure oui, perméabilité par rapport aux deux autres. clairement. Ah oui, oui, ça je pense que je pourrais vous montrer la slide dans un autre diapo. Surtout une bonne fistule, quoi. Bah, oui, Bien ouais, fait. ouais, ah ouais, ça, je pense que c'est un gros problème de l'entièreté de ces études qu'on parle pas. C'est comme c'est rétrospectif, c'est très centre dépendant, quoi. Il y a des centres qui font du super boulot et d'autres qui en font pas du bon du tout. Et donc, du coup, bah, quand ces études sont poulées bah, c'est difficile de tirer des conclusions, quoi. Il y a beaucoup de traditions, je pense, dans le domaine de la fistule, et vu qu'il y a peu de données Mm. prospectives, quoi. Et donc, c'est beaucoup basé sur l'expérience, effectivement, des chirurgiens, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est souvent aussi les néphrologues qui adressent les patients pour la fistule. Ils ne nous demandent jamais, en gros, est-ce que vous voulez faire une fistule? Ouais, oui, ils pour la adressent fistule, comme ça, ouais, ouais. ils adressent pour un cathé. Ouais, ouais. Ils ne demandent jamais, rarement en cause comme Ouais, ouais, c'est ça. dans le choix. Ouais, ouais, Sauf c'est si, vrai, bah, c'est sauf si d'un point sûr. de vue venu, on voit qu'une Ouais, 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 cartographie, il n'y tout a à fait. rien, il n'y a pas de truc, on peut dire, voilà, c'était peut-être pour un caté. Enfin, moi, je suis à la Maastricht et par exemple, là-bas, bah, ils ont une réunion multidisciplinaire hebdomadaire avec le radiologue, le chirurgien, le néphrologue, les infirmières et tous les patients qui vont avoir une fistule sont discutés et ils décident ceux qui font. Mais c'est vrai qu'ici, bah, je pense qu'à Saint-Joseph, vu qu'il n'y a pas de néphrologue, c'est compliqué de faire ces choses-là. Mais théoriquement, je pense que ça aiderait parce que, voilà, après, on peut en débattre pendant longtemps, mais comme il n'y a pas de données, on ne sait pas finalement ce qui est le mieux. Peut-être que l'étude randomisée va montrer que c'est mieux de faire des fistules et qu'on va refaire des fistules à tout le monde, hein, ça, voilà. Et cette notion de augmentation du risque coronarien chez les patients qui ont un cathé parce qu'ils ont un syndrome inflammatoire un peu chronique, c'était pas une Ah, des. ça, je ne connaissais pas, Parce que j'avoue. moi, c'est ce que j'avais entendu comme étant la cause de la surmortalité chez ces patients. Ouais, C'était un risque coronarien plus élevé parce que probablement un syndrome inflammatoire un peu permanent, latent, avec un cathé qui est rarement ouais, 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 c'est totalement sûr. propre, Ouais, ouais. qui augmentait le risque de mortalité cardiovasculaire. Ah ouais, je ne connaissais pas. Alors après, je sais pas, c'est une notion que j'avais. Après, peut-être qu'elle est Non, 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 mais c'est erronée, hein, possible, mais hein. Je pense que qui c'est. expliquait la différence de mortalité, notamment chez ces patients. Ouais, Mais, ouais. Après, c'est aussi, encore une fois, j'imagine comme le côté, comme c'est encore rétrospectif, bah, c'est des populations probablement avec des cathéters moins bonne santé, donc ah probablement oui, qu'un oui, risque bien sûr. cardiovasculaire. Non, non, Donc, mais après, c'est c'est sûr que dur il y a vraiment un de biais, il y a savoir, un quoi. majeur, mais Ouais, ouais. voilà, il donnait une explication que j'avais pas entendu ici, mais je sais pas. Ouais. Moi, Et on pourrait dire aussi, mais en fait, le risque infectieux élevé des cathéters, je pense qu'on a vraiment beaucoup craché sur les cathéters. Euh, et dans le sens où, en fait, le risque, le goal, ce qu'on doit viser, nous, en dialyse, avec le taux d'infection, c'est une infection par 1000 jours de cathéter. C'est ce qui est recommandé, c'est ce qu'on arrive à faire. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est une infection tous les 3 ans. Donc, est-ce que vraiment ça vaut la peine à quelqu'un qui a 80 ans de lui ouais. faire une fistule alors qu'il a une espérance de vie de 2 ans pour lui éviter une infection qu'on va traiter avec des antibiotiques? C'est un peu ça. Je pense que clairement, on a surestimé le risque des cathéters. Et je pense que le gros problème pour moi des cathéters, c'est les sténoses des veines centrales. C'est pour ça que chez les jeunes, je pense que c'est pas le bon plan parce que je pense que vous avez déjà eu des patients chez qui on ne sait plus rien créer parce qu'ils ont tout qui est bousillé ici et là on est bien emmerdé, quoi. Et puis ça dépend en communauté beaucoup du capital veineux. Ouais, ouais, Quelqu'un qui a ouais, ouais, une énorme céphalique à l'avant-bras et ouais, ouais, c'est sûr. Et on sait que ça va voir rouler, que ça va aller. Alors oui, oui, c'est sûr. c'est différent, il n'y a pas C'est au cas par cas, pas quoi. de C'est mort. difficile. Ok, Voilà. merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez que je parle vite de l'utilisation des accès hors dialyse. Ouais. J'en ai pour 5 minutes, mais je sais pas où je En parle fait, une autre fois. En fait, on va clore le journal Club là, Ok. et ensuite on va faire pour nous la présentation. Ouais. Donc simplement, Véronique, on s'arrête là. J'arrête. C'est bon. Voilà. Vas-y, continue Véronique, c'est la personne qui a formaté ok, d'accord. Je laisse. le truc. Ça va aller vite, hein. Et en fait, ça vient d'une présentation que je donne aux infirmières pour la fille DTN. Et j'ai juste repris quelques slides de choses que je pense qui sont pragmatiques et utiles. Donc, l'utilisation de la dialyse, bah, quand on fonctionne la première fois, je pense que tout le monde le sait, la règle des 6, c'est ce qu'on utilise, 600 mm de débit, 6 mm de diamètre, 6 mm de profondeur, 4 à 6 semaines de la création en général, et on a besoin d'un segment de 6 à 10 cm. On recommande, nous, aux infirmières, de piquer dans les sections droites. Alors, je trouve que c'est intéressant de le savoir. Le minimum en 2 aiguilles, c'est 2,5 cm. Ça a été démontré dans une étude que le taux de recirculation était faible à partir de ce ratio-là.
on évite les virages, on évite le pli du coude, en tout cas quand on n'utilise pas des Decathlon, comme les patients ont tendance à bouger leurs bras pendant la dialyse et peuvent faire des hématomes. On évite les peaux fragiles, les hématomes, les anévrismes, ça paraît évident, pas présenter d'anastomose, et on leur demande de l'utiliser suffisamment. Il y a trois techniques pour piquer dans une fistule, j'en avais déjà parlé. Il y a la ponction en zone, donc on prend 2 zones au niveau de la fistule et on pique, les infirmières piquent à peu près n'importe où. Soit on pique en échelle, et donc là l'idée, je vais le montrer, en gros c'est de prendre un segment rectiligne, une partie artère, une partie veine. Le lundi, on définit 2 points et qui seront toujours les mêmes. On pique là-bas, et puis le mercredi, on monte, le vendredi, on monte, le lundi qui suit, on monte, et puis on descend. Comme ça, on fait en permanence et on fait vraiment l'échelle. Et ça permet d'avoir une dilatation uniforme de la fistule, mais c'est difficile à mettre en place parce qu'il faut, les infirmières sont différentes à chaque fois, donc c'est pas toujours évident. Et enfin, il y a le buttonhole qu'on nous on utilise exclusivement dans mon centre en Belgique, mais beaucoup en Belgique en général. Et en fait, la ponction en zone, c'est pas recommandé, quoi. Donc c'est même, c'est pas que c'est pas recommandé, c'est pas du tout recommandé par les guidelines. L'échelle, en gros, voilà, c'est à peu près ça. Ça permet en fait d'avoir une veine qui se dilate de manière uniforme. Mais bon, ça implique que les infirmières sachent à chaque fois où elles doivent piquer, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Mais c'est la technique qui est recommandée en première intention par les recommandations Kadoki américaines. Le buttonhole, c'est ce que nous, on utilise. Et ça, à la base, c'était une technique pour la home dialyse. Donc, l'idée, en fait, c'est de piquer toujours aux 2 mêmes endroits et de créer un tunnel avec une aiguille qui est tranchante. Et donc, pendant 6 à 10 ponctions, donc il faut en général 2 à 3 semaines, on demande toujours au même infirmier de piquer. Donc, il sait dans quel axe il doit piquer et il reprend toujours le même point, le même tunnel. Et en fait, après 6 à 10 ponctions, il y aura un tunnel fibreux qui se sera créé. Et donc, on pourra piquer avec une aiguille mousse. Donc, les infirmiers vont juste gratter la croûte et puis piquer avec l'aiguille mousse. Et donc, théoriquement, les patients disent que ça fait moins mal. Et en fait, le gros intérêt, c'est que du coup, il n'y a pas de dilatation nécrosmale de la fistule ou très peu. Et donc, c'est pour ça, parce qu'on en avait parlé une fois avec Sordros, on a très rarement des taches noires, du coup, parce qu'on a peu d'anévrisme, parce qu'on fait que du buttonhole. Après, c'est un choix. Il y a des avantages, on a besoin que d'un tout petit segment de fistule. Les patients peuvent se piquer eux-mêmes, peut-être moins de douleur et clairement moins de dégénérescence anévrismale. Et le gros problème, c'est le risque infectieux. Donc là, malheureusement, on n'a rien sans rien. Et donc ça, on sait que le tunnel peut être contaminé par des bactéries de la peau. Et donc on voit que le risque de bactériémie, dans certaines études, était bien augmenté. Donc ça implique vraiment un protocole d'asepsie strict pour essayer de diminuer ce risque. Et la technique en zone, voilà, théoriquement, les recommandations européennes et Kadoki les déconseillent parce que on en voit souvent ici. Et ça, je pense que c'est le boulot des néphrologues qui devraient driller leurs infirmières pour avoir une politique de ponction autre, à mon sens. Comment est-ce qu'on surveille après l'abord vasculaire pendant la séance? Le but final, c'est de prévenir la thrombose de l'accès en dépistant les sténoses au préalable. Le concept général, c'est que les sténoses, d'abord, elles sont quiescentes, avec d'abord des retentissements hémodynamiques sous forme d'anomalies de pression sur la machine, je vais vous montrer. Ensuite, on va avoir une chute de débit de l'accès qui commence. Et puis, quand elle est pré-thrombotique, alors on a une chute du KT. Le KT, c'est la clairance, donc en gros, c'est la qualité de la dialyse qu'on peut mesurer online à chaque séance. Et on a une augmentation de la recirculation aussi. Donc la recirculation, c'est en gros le sang qui vient d'être traité, qui est réinjecté par l'aiguille veineuse et réaspiré par l'artère en raison d'un hypodébit et de la sténose, etc. Donc en gros, on a une perte d'efficacité de dialyse. Donc en gros, on garde les pressions, la pression veineuse. La pression veineuse, c'est tout ce qui se situe après la pompe. Donc le filtre qui peut être bouché, ça peut être un clan qu'on a oublié, ça peut être une aiguille trop petite et ça peut être aussi une sténose après la veine. Et donc là, on aura une pression veineuse qui augmente, comme on peut le voir ici. Et les pressions artérielles, c'est la pression d'aspiration. Et donc là, c'est quand on a un problème d'inflow, le flux, une sténose juxta-anastomotique avant l'aiguille artérielle, qui peut aussi expliquer ce genre de choses. Maintenant, les pressions, c'est pas sensible du tout dans les études, donc malheureusement, c'est pas suffisant pour dépister les sténoses. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé, et donc c'est souvent les firmes dans leur machine qui développent plein de petites applications supplémentaires qui fonctionnent bien et qui nous permettent d'avoir quasi pas de thrombose. Ça arrive, je crois qu'on a une par an pour l'instant.
Donc, en gros, bah, l'idée, c'est de mesurer la clairance à chaque séance sous base de la dialysance ionique du sodium. Enfin, c'est les détails. Et donc, en gros, l'idée, c'est que on doit viser un KT sur V supérieur à 1,3. Un patient, il aura en général, bah, je sais pas moi, un patient fixé, il aura 1,4. S'il a 1,4 à chaque fois, c'est bien. Puis si ça chute, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'accès. Et donc, on doit demander l'angioplastie, la fistulographie. Pareil pour la circulation. Les machines savent mesurer online à chaque séance la circulation, et donc on sait dire aussi. Donc, par exemple, si on prend un patient classique, bah, ça, chaque colonne, c'est une séance. On a un KT d'un certain niveau, puis à un moment, on a une chute du KT. Pendant 5 séances, on fait une fistulographie, on traite la sténose, et donc le KT. C'est vraiment des moyens de surveillance qui sont beaucoup plus sensibles, et quand on les goupille tous ensemble, ça nous permet vraiment de réduire le taux de thrombose. Et alors le BTM, ça c'est la technique qui nous permet de mesurer la circulation. Donc c'est deux modules qui suivent la température en fait. Donc BTM c'est pour Blood Temperature Monitoring, la ligne artérielle, la ligne veineuse. Donc en gros la machine qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chauffer le dialysat et donc chauffer le sang qui revient dans la ligne veineuse et elle va suivre la température de ce côté-là. Et si la température monte dans la ligne d'aspiration, ça veut dire qu'il y a de la circulation et donc ça veut dire que la machine sait calculer exactement ce taux. Et donc, c'est intéressant pour nous, c'est un truc qui marche super bien pour être sensible et dépister suffisamment précocement les sténoses. Et donc, on voit notre patient, il était bien, puis à un moment, ça monte, on est à 35% de circulation, on fait une fistulo, et bam, on redescend, la fistule remarche de nouveau. Donc, c'est des moyens qui nous permettent de diminuer le taux de thrombose. Et alors, la dernière chose qu'on utilise, bah, c'est les mesures de débit. Donc, on sait très bien qu'à partir de ce qui est recommandé pour les fistules, c'est minimum 500 de débit. Mais on sait que plus le débit baisse, plus le risque relatif de thrombose augmente. Et pareil, lorsque pour une fistule, on a une chute de plus de 15 à 20% du débit. Et donc, on utilise 3 techniques, bah, l'écho-Doppler qu'on utilise régulièrement ici. Et en dialyse, on mesure pendant la séance avec 2 moyens, ou l'un ou l'autre. En général, le transonique, c'est quelque chose qui c'est 2 capteurs qu'on met sur les lignes de dialyse. Et donc, en gros, on injecte une solution saline. Par exemple, il faut que je réfléchisse, mais donc, en gros, on injecte, donc si les aiguilles sont en position normale, on injecte dans la veine. Et alors, la machine va détecter dans l'artère s'il y a une dilution du sang. Et donc, si c'est dilué, c'est qu'il y a circulation. Donc, elle nous donne la circulation. Puis, on inverse les voies. La veine est là, l'artère est là. On injecte dans la veine et on réaspire dans l'artère et on mesure le débit. Et finalement, pareil pour le BTM. Et donc, ces 2 techniques-là nous permettent de mesurer. On le fait tous les mois, on mesure tous les mois le débit pour savoir si il se maintient et s'il chute de plus de 20% ou s'il chute sous les 600, on demande une écho et on fait une fistulo si nécessaire. Voilà. Je suis allé un peu vite, mais si vous voulez, je suis tout à fait disposé à d'autres présentations sur les fistules, des choses qui vous intéressent. Ah ouais, donc ça, c'est une publicité, ou je ne sais pas si on peut appeler ça une publicité anglaise, où en fait, ils donnent à leurs patients dialysés des espèces de capsules de bouchons de bouteille si la fistule pète chez eux, pour comprimer. Parce que souvent, bah, ça saigne tellement qu'ils ne savent pas comprimer, donc ils se retrouvent avec des trucs comme ça. Voilà, ça me fait toujours rire. J'attends toujours le jour où j'ai un patient qui viendra avec ça aux urgences. Son porte-clés, quoi. Ouais, son petit porte-clés. C'est pas vrai. Bah après, ouais, je pense que ça saigne très fort, ça pourrait aider, quoi. Ok.